Henri Pacchioni de Marseille. Beau gosse, grand, baraqué, des yeux bleu turquoise, bleus comme les mers qu'il a sillonnées et comme les yeux de sa fille, Émilie. Pacchioni, c'est une espèce de héros, un plongeur professionnel qui a réussi l'exploit de passer 12 jours au fond de l'océan, un baroudeur. Mais c'est aussi un tendre. Avec sa mère, avec sa fille, un père attentif, inquiet, passionné, prêt à tout pour les yeux d'Émilie, même à tuer. Pour elle, il a joué à cache-cache avec la justice, de la Sardaigne au Brésil, du Congo au Rwanda. « 29 mai 89, Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. C'est une femme d'un certain âge qui se présente ce matin-là au commissariat de la police urbaine. Elle est tendue. Elle s'appelle Fernande Moriamé. Le capitaine Lorello l'accueille. Elle me dit, il y a ma fille, depuis la fin mars, je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne réponds pas au téléphone. Elle n'est pas venue, je n'ai vraiment plus rien. Je suis inquiète. Sa fille, c'est Michèle Moriamé. Elle a 32 ans. Ce silence radio dure depuis donc 2 mois, depuis le 31 mars. Le policier s'étonne, ça fait long pour s'inquiéter d'une absence. Mais Fernande explique qu'avec sa fille, ce n'a pas toujours été très facile. Elles n'ont repris des relations normales que depuis 1 an. Alors un silence de 2 mois, c'est déjà arrivé. Mais cette fois, Fernande a mené sa petite enquête. De Marignane à Marseille. Elle a téléphoné à tous les proches de sa fille et ça ne l'a pas rassurée. La meilleure amie de Michel lui avait dit qu'elle n'avait plus aucune nouvelle de Michel. Elle était gaie et joyeuse la dernière fois qu'elle l'a vue. Il n'y avait pas de tendance suicidaire, elle n'était pas déprimée. Et sa maman avait un contact avec son employeur, qui lui avait dit aussi « Je n'ai plus de contact avec Michel. Son chèque d'émolument du mois de mars n'a pas été encaissé. » Le capitaine Lorello s'étonne encore. Ami ou employeur, personne n'a songé à signaler cette disparition. Pareil pour Henri Pacchioni, l'ancien compagnon de Michel. Lui non plus n'a pas de nouvelles, lui non plus n'est pas allé au commissariat. Or, Michel et Henri ont une petite fille, Émilie. L'enfant a 5 ans. Et elle n'a pas disparu. Fernande s'est renseignée, la petite est avec son père. Et ça, c'est ce qui lui fait penser qu'il est arrivé quelque chose à Michel. Elle était surprotectrice de sa gamine. Elle l'a surprotégée. Donc, elle ne l'a confiée pratiquement à personne. Donc le fait qu'elle ait laissé sa fille à son compagnon ne cadrait pas avec ça. La petite, elle ne l'aurait jamais laissée. Avec tous ces éléments troublants, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Direction la cité Le Carestier, où habite Michel. On arrive au Carestier, c'est un petit immeuble, il y a 2 étages. Le hall d'entrée est propre, il y a la boîte aux lettres Moriamé Michel, pas de lettres dedans, entièrement vide, pas de prospectus. Donc quelqu'un retire le courrier. C'est plutôt bon signe. Michel est peut-être toujours là, derrière sa porte. On est rentré, l'appartement totalement vide. Donc pour moi, elle avait déménagé. Par contre, dans l'armoire, entre l'armoire, il y avait des vêtements féminins qui étaient encore là. Pas des vieux, des récents. Et il y avait aussi des cosmétiques posés. Donc ça collait pas, puisque la mère m'avait dit qu'elle était assez coquette. Une femme coquette qui partirait sans sa trousse de maquillage, bizarre. Cela dit, rien dans l'appartement ne paraît suspect. Les policiers s'apprêtent à repartir. Au moment où on va partir, il y a un gars qui rentre la clé dans la serrure de la maison de Moriamé Michel. L'homme se présente, Henri Pacchioni, l'ex de Michel. Pourquoi Henri Pacchioni n'a-t-il pas prévenu la police de la disparition de Michel ?
Les policiers sont intrigués et lui demandent de passer au commissariat de Marignane, histoire d'en parler tranquillement. Quelques heures plus tard, Henri Pacchioni se présente donc au commissariat, les mains dans les poches. Henri Pacchioni arrive complètement décontracté, pas du tout inquiet. Pour lui, elle est partie, elle va revenir, elle reviendra. Elle est habituée à ce genre de fait, de partir 2-3 jours. Elle est même partie, me dit-il, une fois une semaine, lui laisser l'enfant. Il a même une fois été la rechercher sur Toulouse, 1 mois et demi après. Donc lui, ça l'inquiète pas. Ça fait partie de la vie de Michel. Ils ne sont plus amoureux. Il ne faut pas oublier qu'ils ne sont plus du tout amoureux. Pour tranquilliser le policier, Henri Pacchioni raconte la vie tumultueuse qu'il a menée avec Michel. Une vie ponctuée de départs. Leur rencontre, c'était il y a 7 ans. Lui travaille alors pour la Comex, une société spécialisée dans les travaux sous-marins. Henri est un plongeur émérite, quasiment un héros dans le métier. Il fait partie d'une équipe qui a passé 12 jours dans les fonds pour une mission à plus de 450 mètres. Une première mondiale. C'est un bel homme, c'est un aventurier. C'est l'époque du Grand Bleu, il est baroudeur, il a ses immenses yeux verts qui font chavirer toutes les femmes et puis il travaille à la Comex. Et à la Comex, une jeune secrétaire intérimaire vient un matin faire un remplacement, Michel Moriamé. Michel, elle était pétillante. Elle avait des yeux bleus, elle était blonde, sa coupe au carré, c'était le soleil. Elle, c'était quelqu'un qui était mignonne. Henri, il faisait de la moto et tout. Il devait se kiffer. Il y a eu une vraie liaison, il y a eu, je crois, une passion pour l'un comme pour l'autre. C'est ensuite que les choses ont dégénéré. Les choses dégénèrent quand les deux amoureux s'installent ensemble. Ils emménagent dans un appartement à Marseille. Mais de mission en mission, Henri Pacchioni est souvent absent. Et quand le chat n'est pas là... Disons que Michel, c'était quelqu'un qu'on dira qui avait une vie assez légère. Alors ça crée des conflits. Hein. D'autant plus qu'on en était tous là, parce que quand on partait, les épouses ou les compagnes, elles faisaient ce qu'elles voulaient. Si bien que dans le quartier, Michel répond au surnom de Pomponnette. On l'a surnommée Pomponnette parce que tout le monde savait que c'était une fille facile, qu'elle avait beaucoup d'amants et qu'elle était légère. C'est le surnom à Marseille des femmes qui se pomponnent et qui sortent dans la rue pomponnées pour aller aguicher les hommes, quoi. Hein. Mais Pomponnette ne cesse de prendre la clé des champs. Elle part sans laisser d'adresse et revient à chaque fois. Jusqu'au jour où elle a une sacrée nouvelle pour Henri. Elle est enceinte. Là, il se demande si c'est de lui. Elle va le lui affirmer. Il va avoir la faiblesse ou la réalité de le croire. Immédiatement, Henri Pacchioni se tourne vers celle qui est toujours là quand il doute, sa mère. Elle s'appelle Pia, elle est d'origine italienne, fille d'un comte désargenté de Sienne. C'est une femme qui est d'une grande austérité et qui, quand elle dit, elle dit. Et Henri Pacchioni est un petit garçon devant sa maman. Chaque événement de sa vie, il va prendre conseil auprès d'elle. « Maman, dit-il, dois-je ou non reconnaître cet enfant ?» Il a dit à plusieurs reprises, j'ai questionné ma mère. Parce que sa mère, c'était son unique repère, comme tous les enfants de famille italienne. Pas forcément castratrice, la mère, mais très présente, omniprésente. J'ai questionné ma mère qui a dit, c'est à toi de voir. Donc j'ai dit alors, je la garde. Et Émilie naît le 24 janvier 84. Tout heureux, Henri installe l'enfant et sa mère dans une maison, puis il repart en mission. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, Michel et la vie de famille, ça fait deux. Surtout quand sa belle-mère la joue à l'italienne, en se mêlant d'un peu trop près de sa manière de vivre. La
belle-mère, ça ne lui faisait pas forcément plaisir lorsque son fils était à l'extérieur de savoir que sa belle-fille découchait et puis sortait tard, rentrait tard, ou ne rentrait pas du tout. Donc elle avait toujours un œil sur sa belle-fille, et cette belle-fille se sentait surveillée, épillée, contrôlée, et ça ne lui plaisait pas. En 85, quand Henri rentre un jour de mission, il n'y a plus personne à la maison. Ni femme, ni enfant. Les meubles ont disparu. Pomponnette s'est encore fait la belle. Fini Marseille, elle a décidé de mettre un peu de distance entre elle et les Pacchioni. Elle a juste griffonné une adresse, cité Le Carestier, à Marignane. Mais Henri pardonne une fois de plus. Il rejoint Michel et Émilie à Marignane avant de reprendre la mer. C'est alors que quelque part au large du Congo, sa vie bascule. Il tombe d'une barge. Son tibia va être presque broyé et il va garder de cet accident une claudication assez prononcée. Il n'est plus le même. De plus pouvoir plonger, c'est quelque chose de très difficile et très douloureux. Il va néanmoins se réinvestir professionnellement, et notamment en achetant une laverie. Cloué à terre, Henri supporte encore plus difficilement les infidélités de Michel et les humiliations qu'elle lui ferait subir. En fait, une seule chose le fait rester auprès d'elle. Henri Pacchioni m'a toujours dit, s'il n'y avait pas eu Émilie, maître, je l'aurais quittée depuis des années. Voilà. Mais si je la quittais, je perdais mon enfant. Je n'avais pas le choix, j'étais piégée. Et Henri Pacchioni tient d'autant plus à rester auprès de sa fille que ce n'est pas une enfant comme les autres. Émilie est handicapée mentale. Quand Michel et lui décident finalement de se séparer, ils trouvent un arrangement. Pendant la semaine, les anciens amants continuent de vivre ensemble au Carestier pour qu'Henri puisse s'occuper de la petite. Mais ils font chambre à part. Henri dort dans celle d'Émilie. Et le week-end, il va habiter chez sa mère à Marseille, traverse Pitance. Donc non, soutient Henri Pacchioni après avoir raconté sa vie au capitaine Laurello. Non, la disparition de Michel Moriamé n'est pas inquiétante. C'est une fugue, une de plus. Henri Pacchioni, vous êtes l'ex-compagnon de Michel Moriamé et le père de la petite Émilie. Quand vous rentrez dans l'appartement, vous avez dû être surpris de tomber sur des policiers, j'imagine. Tout à fait. Je me suis demandé qu'est-ce qu'ils foutaient là, quoi, c'est tout. Moi, il y avait plusieurs jours que je n'étais pas revenu là. J'étais chez ma mère, comme d'habitude, là. Et je m'en inquiète pas du tout. Pourquoi ça vous inquiète pas qu'elle ait disparu comme ça? C'est pas la première fois qu'elle partait, comment ça? Que j'avais plus de ses nouvelles, ni moi, ni personne, ni ses parents, d'ailleurs. Pourquoi m'en inquiéter? En plus, je ne cache pas que moins elle était là, et mieux je me portais. Moi et la petite. D'ailleurs, souvent, je n'étais pas à Marignane. J'étais avec la petite chez ma mère. Et quelles étaient vos relations avec Michel à ce moment-là? Oh, on ne va pas dire qu'elles étaient très bonnes. Non, non. Elles n'étaient pas bonnes, non. Non, non. C'était pas... Ça a été... Bon, il y a toujours eu un peu la guerre, comme on dit, relation conflictuelle, c'est ça qu'on dit, je crois. Mais c'était surtout pour la petite. En 89, au moment de sa disparition, Émilie a 5 ans. Vous vous en occupez beaucoup, je crois. Ben, elle était toujours avec moi, elle m'aimait pas. Toujours. Mais je m'en occupais. Pourquoi j'aurais laissé Émilie? Et c'était une enfant un peu particulière. Pourquoi particulière? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est ce qu'on appelle une handicapée mentale. Non, elle a un blocage. C'est pas pareil, madame. Il y a tous les examens qui ont été faits, Émilie n'est pas handicapée mentale. Elle a un blocage. C'est pareil. De toute façon, pour moi, ça ne change rien. C'est mon bébé. Vous l'appelez comment? Ma petite chérie, mon biscuit, mon petit amour. Voilà. Ce que je lui porte, elle me le rend. Son amour pour sa fille, sa passion pour la mer et la plongée, les escapades de son ex-femme.
Voilà ce qu'Henri Pacchioni raconte aux policiers de Marignane. Les enquêteurs cernent maintenant le personnage. Pomponnette avait l'habitude de disparaître. Pour la retrouver, ils veulent savoir ce qu'elle a fait la veille de sa disparition, le vendredi 31 mars 89. Ce vendredi-là, Michel, qui est désormais secrétaire dans une petite société, est au bureau. En fin de matinée, elle appelle sa mère. Elle lui explique qu'elle a demandé son après-midi et raconte, pleine d'enthousiasme, qu'elle va passer le reste de sa journée au magasin, mais pas n'importe lequel. Elle a toujours rêvé d'avoir un magasin, d'avoir une entreprise à elle. Et cette entreprise, c'était les fleurs. Elle a trouvé sa boutique rue Clovis-Hugues à Marseille. La propriétaire devient même une amie. Elle était contente parce que le magasin, elle avait eu le crédit, tout était fait, il ne restait plus qu'un mois pour signer l'acte de vente. Michel a déjà envoyé son préavis de démission. Ce sera pour le 10 avril. En attendant, elle prend parfois ses après-midi comme ce vendredi et elle va retrouver sa fleuriste pour s'exercer à son prochain métier. J'avais des couronnes à faire et elle est venue apprendre à faire les couronnes. Toute l'après-midi se passe bien, on plaisante, elle apprend. Et elle est restée travailler jusqu'à 19h45. Et après, elle avait rendez-vous avec Paul. Paul, c'est le nouvel amoureux de Michel, un prothésiste dentaire qu'elle a rencontré un mois plus tôt. Henri est au courant, pour lui pas de problème, un amant de plus ou de moins. Mais pour Michel, Paul, c'est du sérieux cette fois. Elle allait se marier avec Paul et Paul, il était très amoureux de Michel. Et elle lui avait dit cette phrase qui est importante. Tu prends la femme, mais tu prends l'enfant aussi, tu prends la fille. Les policiers contactent Paul qui confirme. Il allait bien épouser Michel, il avait accepté la petite sans sourciller. Et il raconte. Ce vendredi soir, il avait rendez-vous avec sa fiancée après son travail chez la fleuriste. Michel a emporté un bouquet. Paul lui avait promis d'offrir ses fleurs à une amie commune. Elle est partie, elle a emprunté un petit gilet parce qu'il faisait froid. Mais avant de partir, elle prévient la propriétaire du magasin. Demain matin à l'ouverture, je serai là. Paul sera certainement avec moi. Les deux amoureux se retrouvent vers 20h au restaurant. Ils dînent ensemble le soir. Aucun problème. Le dîner se passe très bien. Il la raccompagne jusqu'à sa voiture. C'était une Auto Bianchi. Ils se disent au revoir. Mais Michel a oublié de donner le bouquet de fleurs à Paul. Tant pis, il les prendra demain. La jeune femme est-elle ensuite rentrée chez elle? Ou bien est-ce à ce moment-là qu'elle a décidé de partir, comme l'affirme Pacchioni? Les policiers sont perplexes. Michel vivait un nouvel amour et elle était sur le point de devenir fleuriste. Je ne sais pas si vous avez des rêves, mais quand on a un rêve ou un projet, qu'on arrive à le concrétiser, imaginez la joie dans laquelle on est. Donc effectivement, on n'a pas envie de fuguer à ce moment-là. On n'a pas envie de partir. Le lendemain, samedi 1er avril, Michel Moriamé est attendue au magasin de fleurs. Elle doit continuer à s'exercer. 9h, elle n'est pas là. 10h, elle n'est pas là. 10h30, Paul vient voir Michel pour la voir, et pas de Michel. Et là, il commence à s'inquiéter. Vers l'après-midi, il commence à s'inquiéter, essayer d'appeler. Pas de réponse de Michel, rien du tout. Paul explique aux policiers qu'il a fini par appeler Henri chez sa mère. Michel lui avait dit qu'il y passait ses week-ends. Henri n'est pas là, c'est Pia qui répond « L'accueil n'est pas très chaleureux ». Et non, elle ne sait pas où se trouve Michel, en tout cas la petite est avec eux. Quand Henri rappelle Paul un peu plus tard, il lui propose de passer au Carestier. Les deux hommes ne se sont jamais vus, c'est l'occasion. Il lui dit viens voir l'appartement, tu verras. Elle s'est vraiment barrée, elle est partie. Elle a tout emporté, il reste rien.
Paul explique qu'Henri lui a montré la boîte à bijoux de Michel, vide ou presque. Ses vêtements aussi, il en manquait pas mal. Il lui a même fait visiter la chambre. Paul remarquera d'ailleurs, lui, le lit, le matelas qui sont dissociés, pas de drap. On a l'impression que la maison a été un petit peu nettoyée, si j'ose dire. C'est à ce moment-là que le facteur est arrivé. Il apportait un colis pour Michel. Henri l'a ouvert. Le paquet était rempli de médicaments. Ça l'a rendu furieux. Il a tout jeté. Paul dit aussi qu'il a soudain remarqué sur le balcon le bouquet de fleurs que Michel avait oublié de lui donner. Les enquêteurs en sont maintenant certains. Après son dîner en amoureux, Michel est rentré au Carestier. Reste quelque chose de bizarre. Pourquoi Paul n'a-t-il pas foncé au commissariat pour signaler la disparition de Michel? Ils devaient quand même se marier tous les deux. Et les pensionnaires lui a dit, c'est pas la peine d'aller au commissariat, si tu veux je t'accompagne. Il l'a accompagné, puis finalement ils ne sont pas rentrés au commissariat. Il a dit, c'est pas la peine d'y aller, elle est partie rencontrer un autre mec, et puis c'est tout. C'est comme ça que ni Paul ni Henri n'ont signalé la disparition de Michel. Pour les policiers, l'équation est simple. Soit Henri a été suffisamment persuasif, et Paul s'est dit que lui aussi, il s'était fait avoir par pomponnette. Soit Paul avait des raisons de ne pas faire de vagues. Et si Paul mentait? Et si, après avoir dîné au restaurant, il était rentré avec Michel à la cité du Carestier? Le voisin de palier raconte au policier qu'il a lui aussi constaté le départ de Michel. 2 jours après sa disparition, Henri Pacchioni l'a invité pour lui montrer une bouteille de champagne et 2 coupes restées sur la table. Selon Henri, Michel aurait trinqué avec quelqu'un vendredi soir, avant de tout plaquer. Mais avec qui? Avec Paul ou avec un autre amant? Henri assure qu'elle en avait pas mal à la fois. Alors que s'est-il passé avec ce visiteur? Que s'est-il passé cette nuit du 31? Apparemment rien de rassurant si l'on en croit les voisins. Le voisin de palier et la voisine du dessus sont précis sur la date, sont précis sur l'heure. Les deux ont entendu clairement et bien distinctement des cris. Les deux ont entendu la même chose. 4 appels au secours et après le silence complet, le silence total, plus de bruit. Il était minuit 15, la voisine a regardé sa pendule et elle en est sûre, ça venait de l'appartement du dessous. Son mari est même allé sonner à la porte, mais pas de réponse. Puis 1 demi-heure plus tard, un bruit de porte. Quelqu'un a quitté l'appartement de Michel. La voisine est tellement épouvantée, elle explique d'ailleurs qu'elle est peureuse et qu'elle a peur et que ce cri-là l'a impressionnée. Elle est un peu curieuse aussi, elle se précipite sur sa porte et elle regarde dans l'œil ce qui peut se passer dans l'escalier. Et elle tombe mal parce que la minuterie s'arrête à ce moment-là et elle ne voit que du noir. Une femme vient de hurler dans la nuit, mais personne n'appelle la police, ni le soir même, ni les jours suivants, alors que Michel ne se montre plus. Quand l'enquête est ouverte 2 mois plus tard, les policiers sont pessimistes. À ce moment de l'enquête, je ne suis plus dans le cadre d'une jeune femme qui est partie volontairement. Pour moi, elle est rentrée vivante au Carestier, elle en est sortie morte. Il ne peut pas y avoir d'autre explication. Le 10 juillet 89, une information contre X est ouverte pour arrestation, détention, séquestration ou meurtre. Mais les soupçons des policiers vont se détourner très vite de Paul ou de tout autre amant. Car de nombreux témoins leur signalent un détail inquiétant. Ils s'en souviennent maintenant. Ils l'ont remarqué dès le lendemain de la disparition de Michel,
chez, ou plutôt sur Pacchioni. Il vient au magasin et je le regarde. Il est au visage, il est tout griffé. Je lui pose des questions. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit, je suis tombé dans un champ d'asperges. Cette cueillette d'asperges, les policiers ont bien du mal à y croire. Ces griffures au visage portent une signature, en l'occurrence celle de Michel Moriamé. Son habitude, c'était, quand il y avait une dispute, c'était de griffer. Et plusieurs personnes qui ont été entendues, notamment des personnes qui ont vécu quelques mois avec elle, vont confirmer que systématiquement, dès qu'il y avait un problème, elle se jetait sur son interlocuteur et qu'elle le griffait au visage. Michel l'avait aussi confié à Paul. Moi, quand on m'embête, je griffe. Monsieur Pacchioni, ces griffures au visage, comment vous les êtes-vous faites? On me les a faites. Je reviens un peu derrière. Ce n'est pas la première fois que la Moriamé Michel m'a arraché la figure. Hein? Et j'ai jamais tombé en ramassant des asperges dans la colline, ni rien. Vous voulez dire que tout ce que vous avez dit à l'époque, c'était faux? Tout à fait. C'est-à-dire? Un jour, il y a eu un brouille, question argent. Je vais refuser d'y donner, hein, parce qu'il fallait voir les voitures, c'est moi qui achetais, alors même que je gagnais confortablement ma vie. À la fin, ça fait tousser quand même. Hein. Mais elle m'a sauté dessus, elle m'a griffé. Et moi, j'ai filé 4 tournures là, dans la tête. Hein. Mais ces griffures, est-ce qu'elles datent du jour de la disparition de Michel? Non, pas du tout, c'était bien avant. Et c'était pas la première fois, c'est dans le dossier. Le nombre de fois qu'elle m'a arraché la figure, hein, c'était une spécialiste. Hein. Voilà, alors qu'est-ce que je peux y faire? Si j'avais dû la tuer chaque fois qu'elle m'a griffé, mais j'aurais dû la tuer quelques fois, moi je vous le dis. Mais à l'époque, Henri Pacchioni reste sur sa version des asperges. Un mensonge un peu gros qui persuade les policiers qu'il s'est battu avec Michel cette fameuse nuit du 31. Et Pacchioni a beau nier, les faits plaident contre lui. Car ce ne serait pas la première fois qu'Henri et Michel en viendraient aux mains. Il y a des témoins qui ont été entendus, qui ont précisé que Michel se plaignait de la violence d'Henri Pacchioni. D'autres disent qu'ils l'ont vu avec des hématomes. Et interrogée sur la provenance de ces hématomes, elle disait « on s'est battu ». Alors effectivement, j'ai fait des recherches au commissariat de Marignane, gendarmerie, et j'ai trouvé une plainte déposée par Michel Moriamé pour un nez cassé, pour des violences exercées et des mentions de mes couronnes dont j'avais fait les photocopies, et ce qui indiquait qu'effectivement, il était violent. Dans ces différentes dépositions, Michel semblait particulièrement marqué par une dispute. Elle a été poussée dans une baignoire d'eau bouillante. Et elle a, à cette occasion, été hospitalisée. C'était pas, il y a des traces. Elle a déposé plainte d'ailleurs également sur cet événement un peu plus tard. Michel a même précisé aux policiers qu'Émilie avait assisté à la scène et à sa chute dans la baignoire. Elle avait 1 an et elle en serait restée traumatisée. C'est cette histoire qui expliquerait le handicap mental de la petite. Si Émilie ne parle pas, ce serait à cause de la brutalité de son père, disait Michel. Avant de disparaître, elle s'inquiétait d'ailleurs de plus en plus, car avec le temps, cette violence semblait empirer. Il y a une carrière à Aubagne, et dans cette carrière, il semblerait qu'il l'ait amenée, qu'il avait une arme et qu'il l'aurait menacée, et elle n'aurait dû son salut qu'à la fuite. Elle dit, si j'avais pas eu des jambes très agiles, il m'aurait certainement tué. Dominique Michel Moriamé s'est plainte à de nombreuses personnes de la violence que Henri Pacchioni aurait manifestée à son égard. Au point même qu'elle a rédigé un testament holographe. C'est quoi ça? C'est un testament, Frédéric, comme son nom l'indique, mais holographe parce qu'il est manuscrit. Alors c'est un testament qui doit être écrit de la main du testateur, daté
est signé. C'est la condition requise par le Code civil, sinon ce testament est nul. Et c'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est qu'on ne passe pas devant un notaire, ça coûte beaucoup moins cher et la plupart des Français préfèrent faire comme ça. Alors c'est un testament qu'on peut rédiger chez soi sur un coin de table, à condition de respecter ces règles et d'être précis dans les termes. On ne parle pas au conditionnel, j'aimerais léguer à, c'est je lègue à personne désignée. Donc c'est ce que va faire Michèle Moriamé. Elle va rédiger son testament, le voilà. Il est écrit de sa main, il est daté du 7 juillet 1988. Ce testament, ce document, elle va aller le déposer chez un notaire et elle va y aller en compagnie de sa mère, Fernande Moriamé. Et qu'est-ce qu'il dit alors son testament ? Alors, elle dit, s'il m'arrive quelque chose, si je venais à décéder, je demande à ce que mon enfant, Émilie Moriamé, soit confiée à la tutelle de mes parents, monsieur et madame Pierre Moriamé. Ça, c'est pour sa fille. Et pour ses biens, pour ce qu'elle possède, elle dit, pour mes biens, je demande à ce qu'ils soient gérés par mes parents. Elle devait avoir peur quand même pour rédiger un testament à 31 ans seulement. Elle avait peur, Frédéric, elle avait peur et elle s'en est ouverte à sa mère. Et ici, là, dans cette partie que j'ai surlignée en jaune, elle dit « Maman, Pacchioni finira par me faire un mauvais coup ». Avec ce passé de violence, Henri Pacchioni devient le suspect numéro 1. Le 18 octobre 1989, 6 mois après le signalement de la mère de Michèle, les policiers décident de le placer en garde à vue. Cette fois, ce sont les policiers du SRPJ qui veulent entendre Henri Pacchioni. À Marseille, on dit l'évêché. Il va être entendu dans le cadre de la garde à vue par des policiers très sérieux. Quand on vous dit l'évêché à Marseille, c'est du lourd, du très lourd. Et pendant tout le temps de la garde à vue, à toutes les questions qui lui sont posées, il va répondre avec une assurance incroyable en disant qu'il n'est pour rien dans la disparition de sa compagne. Et Henri Pacchioni déroule dans le détail son emploi du temps du vendredi 31 mars. Ce jour-là, vers 19h, il est parti avec Émilie dîner chez des amis à Saint-Rémy-de-Provence. Après cette soirée, toujours avec la petite, il est rentré à Marseille, traverse Pitance, où habitent son père et sa mère. Il va d'abord s'arrêter, boire un café chez ses parents vers minuit, minuit et demi. Comme chaque soir ou presque, Henri papote avec sa mère pendant qu'Émilie s'endort tranquillement sur le canapé. Et ensuite, il va rentrer à Marignane. Il gare sa voiture, il prend Émilie dans les bras, il monte dans la chambre. Il ne se préoccupe pas de savoir si Michèle est là ou pas, parce que pour lui, elle est là. Elle dort dans sa chambre, la chambre est fermée, et il couche Émilie. Il s'endort aux côtés d'Émilie comme il le fait chaque soir pour qu'Émilie puisse s'endormir calmement. Michèle, il ne la voit pas. Pacchioni explique aux policiers qu'il s'aperçoit de son absence le lendemain en découvrant que son lit n'est pas défait, que ses vêtements manquent et que ses bijoux ne sont plus là. Il ne s'en formalise pas, il l'a déjà dit aux policiers de Marignane, il avait l'habitude. Michèle faisait ce qu'elle voulait. Il savait que Michèle devait partir parce qu'elle l'avait prévenu et qu'on était le vendredi soir et que pour fêter cet achat de ce nouveau fonds de commerce qu'elle allait signer très prochainement et de cette nouvelle vie professionnelle, elle avait décidé de partir en week-end. Michèle en week-end, ça c'est nouveau. Henri Pacchioni n'en avait pas parlé lors de ses premières auditions. La PJ n'est pas convaincue. Ça n'est absolument pas logique, pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle avait donné rendez-vous à Paul le samedi matin au magasin de fleurs, donc il n'était pas question qu'elle parte en week-end. Et si elle devait partir en week-end, elle serait partie avec Paul. À cette incohérence s'en ajoute une autre, plus grave. Michèle s'était plainte de la violence d'Henri, lui s'en défend. Il a été marié pendant près de 20 ans avant de la connaître. Il a même eu 3 enfants avec sa première femme. S'il était brutal, ça se saurait.
Sa première épouse ne s'en est jamais plainte, il n'y a jamais eu de difficulté, bien au contraire. Maintenant, il explique qu'il a pu par moments avoir des gestes de défense qui étaient violents parce que Michel Miouriamé a une attitude de violence physique et verbale quand les choses ne vont pas comme elle le veut. Il me dit avec tout ce que je faisais pour elle, avec tout ce que j'avais fait pour elle, il me dit elle me mettait hors de moi. Elle a été la seule femme, avec ses mensonges, ses attitudes, ses comportements, sa légèreté, sa façon de me traiter, de m'humilier. Elle a été la seule femme sur qui, à 2 reprises, c'est vrai, j'ai pu sortir de moi et mettre une tarte. Une tarte, oui, assume Henri. Un meurtre, jamais. Dans un bureau voisin, les policiers interrogent Pia. Et elle vole au secours de son fils. Le fameux week-end de Michel, elle était au courant. La mère de la petite lui avait dit qu'elle allait s'absenter 2 jours. Avec zèle, Pia fournit même un alibi à son fils. Henri se trompe. Contrairement à ce qu'il a dit aux policiers, il n'est pas rentré à Marignane ce soir-là. Après avoir bu un café, il a couché chez sa mère avec la petite. Ils ont dormi tous les 2 à Marseille. Quant aux griffures sur le visage de son fils, Pia soupire. Nous y voilà. Un peu comme si elle s'attendait à cette question épineuse. Et la réponse fuse, une malheureuse cueillette aux asperges. Monsieur Pacchioni, comment avez-vous vécu cette garde à vue à l'évêché? Très mal. On vous mettait dans des cachots à l'évêché. C'est pas plus grand que la table. Ça puait la merde parce qu'il y avait le trou pour déféquer. C'était dans le noir, il faisait froid. Et toutes les 5 minutes, il y avait un connard qui tapait. Oh, je vous dis pas les mots comme vous disiez. Tu vas avouer, ça dure 48 heures. Comment vous voulez vivre ça? Comment vous voulez vivre ça? Bien? Dans le dossier, il y a le fait que vous avez été violent et que vous étiez régulièrement violent avec Michel. Ah non, oui, mais c'est elle qui est la première qui se montrait violente, comme elle a frappé ma mère, qui avait 70 ans. Pour un, c'est moi me le faire lever les mains dessus, j'ai jamais permis à un mec de me lever les mains dessus, encore moins d'une femme. Pas plus d'une femme que d'un type. Et cette histoire de pistolet sur la tempe? Ça n'a jamais existé, ça. En plus, si j'avais une arme à la main, elle ne partait pas, moi je vous le dis. Parce que les armes, je sais parfaitement m'en servir. Grâce à Dieu, je touche du bois, je n'ai jamais eu à m'en servir. Non, ça n'a jamais existé, cette histoire. Et cette histoire de la baignoire, où vous l'auriez jetée dans de l'eau bouillante? Ben voilà, on en revient là, très bien. Hein? Ça s'est passé le jour de mon anniversaire. Ma mère nous invite tout le monde à la Marinade. C'est un grand restaurant. Et Miouriamé Michel a commencé, bien entendu, à m'insulter. Ce connard, avec le pognon qu'il donne, il me donne rien, tout ça. Elle est partie. Bon, nous, on a fini le repas, on ne s'est pas inquiété. On rentre à la maison, elle était en train de casser tout mon matériel photo. Et j'ai appelé ma mère, il y avait dehors, il y avait mes enfants, il y avait tout le monde. J'ai dit, rentre la calmer, j'ai dit, parce qu'elle me casse la maison, là, cette jourbarde. Elle est montée à l'étage. Et c'est Miouriamé Michel qui a rempli la baignoire au dos. Et alors? Et quand ma mère est montée pour y parler, elle était en haut. Elle a frappé ma mère. Elle l'a frappée. Et ma mère l'a poussée, elle est tombée dans la baignoire, elle s'est bouillantée. Mais enfin, c'était pas... Mais c'est pas moi qui l'ai jetée dans la baignoire. Si c'était moi, je l'aurais dit. Et elle a déposé plainte à 2 reprises, notamment pour un nez cassé. Oui, pour un nez cassé, c'est moi. Mais c'est elle la première qui a levé les mains. Il y avait des témoins. Elle se permet de me gifler devant tout le monde. J'ai pas tiré un coup de poing. J'ai fait un revers de main, je l'ai pris sur le nez, j'ai cassé le nez. D'ailleurs, sa plainte est restée sans suite. Si vos relations étaient si difficiles, alors pourquoi vous continuez à vivre avec elle? Et Émilie, qu'est-ce qu'elle devenait? Je l'ai abandonnée. Mais vous pourriez la prendre avec vous? Il a fallu que la justice me la donne. Officiellement, c'était elle, la mère. Moi, j'étais que le père, je n'étais pas marié avec elle. Cette cohabitation ne s'explique que par Émilie? Tout à fait. Moi, je ne voulais même plus la toucher. J'étais pas moche, hein, j'étais plutôt bien dans ma personne, bien dans ma peau. Hein, j'avais de la monnaie, j'avais toujours de belles motos, une belle voiture. Je savais où aller, j'aimais danser. Je savais où aller, j'avais toujours mon aventure amoureuse. Je n'avais pas besoin d'elle.
Non, non. Moi, s'il n'y avait pas eu Émilie, il y aurait bien longtemps que j'aurais pu être chez cette fille. Les explications d'Henri Pacchioni n'ont pas convaincu les policiers. Le 20 octobre 89, un juge d'instruction d'Aix-en-Provence l'inculpe d'homicide volontaire. Pourtant, on n'a toujours pas retrouvé le corps de Michel et l'accusé nie toute implication dans sa disparition. Henri Pacchioni est conduit au palais de justice d'Aix-en-Provence. Et s'il ne réalise pas encore bien de quoi on l'accuse, le juge Makoviak se charge de lui faire savoir sans tourner autour du pot. Monsieur Henri Pacchioni, je vous inculpe, à l'époque c'était le terme, de meurtre sur Michel Moriamé. Cette notion juridique d'homicide volontaire, tout de suite, le choc le blesse. Puis là, de suite, il va expliquer, il va dire, en gros, je veux pas être un salaud. J'ai quelque chose sur le cœur, j'ai quelque chose sur la conscience. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Non, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué, je l'ai repoussé. Et Henri Pacchioni accepte de tout raconter. Ce soir-là, après son dîner chez des amis, il est bien passé chez sa mère boire un café. Puis il est rentré à Marignane avec Émilie. Michel était déjà là. Ce soir-là, ajoute-t-il, elle et lui étaient fatigués, énervés. Et soudain, les choses ont mal tourné. Il se met à expliquer qu'il y a une dispute, une de trop, une de plus, celle qu'il ne fallait pas qui se passe. Ils se sont disputés, ils se sont agressés. Il dit, je lui ai donné un coup, 2 coups, pas des coups de poing, des gifles, mais certainement avec une grande violence parce qu'il était excédé. Sous les coups, Michel est tombé. Henri a quitté la chambre. Il est allé coucher Émilie qui assistait à la dispute. Pendant quelques instants, il s'aperçoit qu'il n'y a aucun bruit, c'est-à-dire que sa compagne ne réagit pas, contrairement à d'habitude. Et il se précipite dans la chambre pour voir ce qui se passe. Et là, il voit Michel Moriamé allongé au pied du lit. Il va dire, c'est l'accident, bête, stupide, mais c'est l'accident. Je me suis penché vers elle, j'ai regardé si elle respirait, elle ne respirait plus. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Je me suis rendu compte qu'elle était morte. La tête de Michel a frappé le montant du lit en bois. Prostré, Henri Pacchioni s'est mis à gamberger, à réfléchir à tout ça. Il raconte qu'il voudrait revenir en arrière, qu'il faudrait appeler les secours. Oui, il faudrait, mais... Il y a déjà eu une première plainte de Michel Moriamé contre lui pour violence au commissariat de Marignane. Il s'est dit, si je vais avec mon affaire expliquer exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai pas voulu tuer Michel Moriamé, on va pas me croire, on va me considérer comme un assassin. Et je ne suis pas un assassin. Et puis surtout, il y a Émilie. S'il va en prison, que va-t-elle devenir? La DAS? L'asile psychiatrique? Henri s'affole, Henri perd pied. Et par conséquent, je vais dire presque par panique, décide de faire disparaître le corps. Et comme c'est quelqu'un de la mer, eh bien, il va amener le corps dans l'eau. Mais avant... Il va envelopper le corps de Michel dans un drap. Il va transporter ce corps dans sa voiture, à l'arrière de la voiture. Il prend également Émilie, d'après ce qu'il nous dit, parce qu'il ne voulait pas la laisser toute seule dans l'appartement. Émilie qui dormira tout le temps, dira-t-il. Il va se rendre donc avec son véhicule au niveau du pont de Martigues. Et il va prendre le corps qui est à l'arrière et le transporter dans l'eau, puisqu'il va marcher dans l'eau. Et il l'amène à, je sais pas moi,
10, 15, 20 mètres de la rive, et il la jette comme ça dans le canal. Ensuite, explique Pacchioni, il s'est débarrassé des bijoux de Michel, d'une partie de ses vêtements, pour faire croire qu'elle était partie. Partie avec l'invité mystère, celui pour lequel il a fait cette mise en scène avec les coupes de champagne. Le lit et les meubles, il les a enlevés plus tard. Michel Moriamé est donc bien morte dans la nuit du 31 mars. Henri Pacchioni fait ses aveux devant le juge 7 mois plus tard. Reste à repêcher le corps de Michel sous le pont de Martigues, au fond du canal. Le juge d'instruction lance immédiatement des recherches. On drague donc le canal de Martigues. Mais on n'y retrouve aucun cadavre. Henri Pacchioni désigne alors un autre endroit. Finalement, il aurait jeté Michel un peu plus loin, en amont du canal. Mais là non plus, pas de corps. Tandis que les recherches se poursuivent, le mobile du drame se dessine de plus en plus clairement. Michel est morte à cause d'une dispute. C'est ce que révèle l'instruction. Et le nœud du drame, c'est la fragilité d'une petite fille adorée par son père. Henri Pacchioni est présenté par, je crois, l'ensemble des témoins comme un père aimant. Et même au-delà, je crois qu'on a rarement vu dans un dossier de nature pénale un lien aussi fort entre un père et sa fille. L'univers d'Henri est maternel. Pia l'a choyé, soutenu. Alors forcément, avec Émilie, il fait pareil. D'autant plus qu'elle est vulnérable. D'autant plus qu'il veut compenser les manques de Michel à l'égard de leur fille. Car elle n'était pas facile, explique-t-il. Et pas seulement avec lui. Avec Émilie aussi. Michel avait des accès de colère incontrôlables, c'est les témoins qui le disent. Et elle devait être presque quelquefois dans le même état que sa fille. Et ça devait aussi lui faire mal de voir sa fille dans cet état-là. C'est la seule enfant qu'elle est. Et donc quand ça devenait insupportable, elle lui mettait un médicament, dans le Midi on dit qui en sucre, qui vous rend amorphe. Donc ça s'est démontré. Et pendant quelques instants, elle avait la paix, ou elle imaginait qu'elle avait une fille normale. Et ça, le père d'Émilie ne le supporte pas. Lors de sa déposition, Paul a déclaré qu'il avait vu Henri se mettre en colère quand il l'avait rejoint au Carestier. Il avait jeté un colis de médicaments, il avait même murmuré « Michel va tuer la petite avec tout ça ». Un autre témoin, la nounou d'Émilie, raconte au juge les méthodes éducatives un peu abruptes de Michel, qui ne supportait pas que sa fille ait tendance à se coucher par terre. La mère va expliquer à la nounou que c'est pas compliqué si on veut qu'elle se relève, il suffit de tirer Émilie par les cheveux. Et elle va le faire devant la nounou qui sera très choquée de voir cette façon de faire vis-à-vis d'une petite fille, surtout d'une petite fille qui est handicapée. Pour Michel, ce handicap si lourd à porter, c'est la faute d'Henri. À cause de cette scène de la baignoire d'eau bouillante qui aurait traumatisé Émilie. Mais pour Henri, c'est la faute de Michel. Selon lui, la jeune femme est en train de déséquilibrer la petite, en ne l'aimant pas, en la droguant. Pire, elle lui a fait quitter l'école pour un centre de handicapés mentaux. Henri ne comprend pas, ce lieu n'est pas fait pour sa gamine. Henri Pacchioni dit qu'elle est dans un établissement de Mongoliens. Et pour lui, c'est la pire des choses. Il pense qu'elle est tout à fait normale, Émilie. Il ne voit pas que sa fille est handicapée. C'est les autres qui sont des Mongoliens. C'est les autres, mais elle est parfaite. Et puis il y a aussi ce Paul qui va se marier avec Michel et qui a accepté de vivre avec Émilie.
Henri était persuadé que cet enfant, il l'apprendrait, Paul, mais qu'il ne saurait pas s'en occuper. Il a fait une espèce de paranoïa, là. Je suis le seul à pouvoir m'occuper d'Émilie. Émilie a trop besoin de moi. Personne ne sera en mesure de s'occuper d'Émilie, sauf moi. Le départ de Michel est proche, Henri s'angoisse de plus en plus. Et Pia, qui est évidemment toujours du côté de son fils, fait monter la pression. Il était pratiquement soumis à sa maman. Et je suis même persuadé que c'est elle qui lui dit, si elle s'en va, elle s'en va, mais la petite, tu la gardes. C'est dans ce contexte, celui d'une petite fille que son père juge mal aimée, droguée, internée à tort, et qui sera bientôt séparée de lui. C'est dans ce contexte que le vendredi 31 mars, après un dîner entre amis, Henri Pacchioni rentre à Marignane avec Émilie. Michel est là, il ne s'en occupe pas, il couche l'enfant. Quand il ressort de l'appartement pour aller garer sa voiture, il ne sait pas que la petite fille s'est relevée, qu'elle est allée voir sa mère. Et il entend des cris de sa petite fille. Et là, il se précipite dans l'appartement et il voit sa compagne frapper l'enfant. Et là, son sang n'a fait qu'un tour. Il lui a dit, mais arrête, tu vois pas que tu lui fais mal, tu vois pas que tu me fais mal, arrête de la frapper. Entre Henri et Michel, la dispute s'envenime. Et la gifle magistrale part. Michel tombe. Docteur Christian Julier, vous êtes psychiatre et pédopsychiatre. C'est vous qui avez expertisé Émilie pendant que son père était en prison. Comment s'est passé l'entretien? Je l'ai rencontrée avec la grand-mère. Et c'est une enfant qui n'avait quasiment pas de possibilité d'expression verbale compréhensible, c'est-à-dire qu'elle était quand même dans la communication, elle n'avait pas de ce qu'on appelle un repli autistique, elle allait vers l'autre, elle essayait d'entamer une conversation gestuelle, mais pas verbale, très peu, elle ne possédait que quelques mots. Est-ce que vous avez l'impression à ce moment-là qu'elle a été maltraitée, qu'elle a subi des violences? Maltraitée physiquement, des violences physiques, rien ne me permet de l'affirmer, rien ne me permet non plus de l'infirmer. D'après le dossier, la mère pouvait être à la fois très attentive à son enfant et à la fois aussi, de temps en temps, rejetante. Parfois maltraitante dans le cadre d'exigences à propos de la propreté. Vous savez, c'est assez classique pour certaines personnes obsédées par l'acquisition de la propreté de leur enfant, qui peuvent éventuellement avoir la malaise, voire aller plus loin que cela. Mais à l'encontre, il était également évoqué le fait que M. Pacchioni était quelqu'un de potentiellement violent, en tout cas en parole, qui était plutôt irascible, irritable, et surtout lorsqu'il venait dans cette institution dont il n'avait que de cesse que de retirer l'enfant. Et de quoi elle souffre alors, cet enfant? Vraisemblablement de troubles d'allure psychotique liés à des carences affectives précoces. Mais carence affective, ça ne veut pas dire qu'elle est abandonnée dans un coin, qu'elle est enfermée dans une pièce, qu'elle est maltraitée forcément. Carence affective, ça peut être au niveau d'une mauvaise qualité de la relation qui peut être établie entre la mère et l'enfant ou le père et l'enfant, mais qui n'est pas forcément quelque chose de l'ordre du visible, c'est quelque chose d'indicible. Ça peut être autant le père que la mère? Ça peut être autant le père que la mère. Oui. Cela fait 1 an qu'Henri Pacchioni est incarcéré, et comme le constate la psychologue qui va l'expertiser en prison, il ne va pas très fort. Quand nous avons abordé le drame, il pleurait abondamment. Et ça c'était pas donc du tout une attitude relationnelle mise en scène. C'était une attitude relationnelle authentique. Il est en dépression, il éprouve un très fort sentiment de culpabilité. Et puis Henri souffre profondément de ne plus voir sa fille. Elle vit chez Pia, mais elle grandit sans lui. Il est de plus en plus tendu, peut-être aussi de moins en moins coopérant, notamment en ce qui concerne le cadavre de Michel Moriamé. Un cadavre toujours recherché,
mais toujours pas retrouvé. Je lui ai posé régulièrement la question, est-ce que vous êtes sûr de ne pas l'avoir enterré, Michel Moriamé? Et il était, sur ce point, extrêmement ferme. Non, 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 monsieur le juge, je ne l'ai pas enterré. Ça s'est passé exactement comme je voulais préciser. Et j'ai déposé le corps de Michel Moriamé à Martigues, dans le canal. Sauf qu'à cet endroit-là, on aurait dû le retrouver. Les pompiers en sont sûrs. Ici, il n'y a presque pas de courant et le canal est peu profond. Le cadavre de Michel aurait même dû remonter rapidement à la surface, à la vue des plaisanciers et des promeneurs. D'autant que Henri n'a pas lesté la dépouille de Michel, c'est ce qu'il a dit lors de la reconstitution. Joseph Lorello, le premier policier qui a entendu Pacchioni, était présent ce jour-là. Pacchioni me prend à part, puisqu'on était arrivé avec Henri à se tutoyer. D'accord? Il me dit, Jo, viens me voir en prison, j'ai des révélations à te faire. Donc je vais aller à Aix, l'entendre. Bon, maintenant je vais te dire la vérité, c'est pas moi qui l'ai tué. Dis-moi, si c'est pas toi, qui c'est? Je sais pas. Il dit, mais t'inquiète pas, dans 10 ans, en tête à tête, je te le dirai. Pour l'instant, en tout cas, Henri Pacchioni n'en dit pas davantage. Mais de plus en plus déprimé, désespéré d'être séparé de sa fille, il fait la même confidence en prison. Devant les surveillants, il dit « ce n'est pas moi ». Et un jour, il n'en peut plus. Il n'en peut plus de cette accusation, peut-être de ne plus voir Émilie. Il prend un survêtement qui est dans une matière hautement inflammable. Il s'est assis en tailleur sur un paquet de journaux. Il a mis de l'eau de Cologne sur les journaux et il a fait craquer une allumette. Henri Pacchioni, vous avez survécu à cette tentative de suicide, mais il s'en est fallu de peu quand même. Tout à fait. C'est que je suis passé 1 an et demi à peu près à l'hôpital. On m'a rénové. C'est l'occasion de manière de le dire. Mais physiquement, j'ai quand même un peu morflé parce que je suis plus gros, alors qu'avant j'étais, bon, ça c'est rien. Vous avez été brûlé à 50% au 3e degré, plus le restant. Respiration artificielle, presque 6 mois. Je suis vivant parce que j'étais en parfaite santé et très sportif, autrement je serais mort. Et pourquoi vous avez essayé de vous tuer? J'ai essayé à maintes reprises de faire comprendre à ces magistrats que si c'était moi qui l'avais tuée, elle n'aurait pas disparu. J'ai un beau passé, j'ai des amis qui étaient commandants de gendarmerie et qui m'avaient toujours dit, si un jour il t'arrive un problème, tu me téléphones, Henri, c'est nous qu'on s'en occupera, c'est-à-dire faire une enquête en ma faveur. Et j'ai essayé d'expliquer ça, et il y avait, comme on dit, je sais pas, un blocage. Et pourquoi vous revenez sur vos aveux devant un policier et devant un gardien de prison et pas devant le juge? Chaque fois que j'essayais d'expliquer au juge, chaque fois je me faisais menacer. Menacer de quoi? Menacer qu'il allait me mettre au secret, que j'aurais pu ma famille. Et... Mais on prend peur. Vous ne comprenez pas ça qu'on peut prendre peur? Est-ce que vous cherchiez à protéger quelqu'un? Non. Ce qui est en fait certain, c'est qu'on a ancré cette enquête sur moi et qu'on n'a pas cherché ailleurs. Mais moi, j'y suis pour rien. Rien du tout. À l'issue de l'instruction, Henri Pacchioni n'est plus poursuivi pour homicide volontaire, mais involontaire. Malheureusement pour lui, la cour d'appel ne suit pas le juge et il est renvoyé pour meurtre. Le procès s'ouvre le 25 juin 1991 à Aix-en-Provence. Au palais, l'affaire fait parler. Voilà un crime sans cadavre, dont l'auteur est tantôt coupable, tantôt innocent. Car Pacchioni hésite beaucoup. Il a d'abord nié, puis avoué, avant de se rétracter.
Et au procès, il plaide finalement coupable. Il commence à avoir une attitude un peu incohérente. Parce que là, moi-même, je me rends compte qu'il lâche prise. Quand on lui dit « mais c'est clair que c'est faux, vous n'avez pas pu mettre le cadavre dans cette mare, etc. Dites-nous quelque chose. Il faut une sépulture pour ses parents. » Et il disait « mais je n'en sais rien, je ne peux pas vous aider. » Donc là, on voit qu'il commence à craquer, parce qu'il commence à comprendre là que la défense sera rude, parce qu'il s'est engagé dans une impasse. La confusion règne dans la salle d'audience. On ne sait plus très bien quoi penser de l'accusé et de la victime. On va avoir un défilé de témoins, autant que je m'en souvienne, assez contradictoires. C'est-à-dire des gens qui d'un côté vont dire que Henri Pacchioni s'occupait parfaitement de sa fille, et puis certains témoins vont dresser de lui l'image de quelqu'un de violent. Et à contrario, un portrait de la victime, c'est-à-dire Michel, à la fois très doux, une mère qui s'occupait parfaitement de sa fille, et à côté de ça, pour certains, l'a délaissé complètement. Donc, deux portraits très contrastés. Il sera très difficile de se faire une opinion de ce point de vue sur cette relation dans le couple qui semblait quand même relativement pathologique. L'enfant de ce couple pathologique, la petite Émilie fait partie des témoins. Un ange passe. Lorsqu'elle arrive devant la cour d'assises, comme on doit le faire pour chaque témoin, on lui dit « Mademoiselle, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualité ». Elle a commencé à courir dans la salle. Elle est allée chercher sa poupée, elle a couru, elle a souri à son papa. Elle croyait qu'elle était dans un jardin d'enfants, elle ne savait pas où elle était. Ça met Henri Pacchioni dans une colère épouvantable, en disant « Comment vous pouvez lui demander son nom, son prénom, son âge et sa qualité, elle ne sait pas parler ». Au deuxième jour d'audience, le capitaine Laurello vient déposer. Il a à peine terminé qu'un huissier lui fait signe. Un coup de fil urgent du commissariat. Un collègue veut lui parler. Il me dit « Jo, il y a un truc qui est particulier. Dans les travaux qui sont plage de Dujail, la pelleteuse vient de déterrer un cadavre en état de décomposition. Il manque la tête, les pieds et les mains. Les vêtements sont en lambeaux. On ne sait pas si ce sont les femmes. Mais ça se situe quand même à 1 km 800 mètres de la maison de Pacchioni. Est-ce que ce ne serait pas elle ?» L'avocat général est immédiatement informé. Étienne Secaldi, à ce procès, vous êtes l'avocat général. Vous avez eu, je crois, un échange assez étonnant avec Henri Pacchioni quand on vous a annoncé qu'on avait retrouvé un cadavre. Bon, j'ai cette information. Évidemment, à la suspension d'audience, j'en informe la présidente. Et je l'exploite aussitôt après en demandant à Pacchioni, puisqu'on est là sur la thèse de « vous ne pouvez pas établir le crime puisque vous n'avez pas de cadavre », je lui dis « et si on trouvait le cadavre ?» Il me répond à ce moment-là « il faudrait l'identifier ». Je lui dis, mais l'identifier comment ? Il me dit, par la formule dentaire, si on retrouve la tête, on pourra savoir. Bon. Je dis, mais s'il n'y a pas de tête, par les mains. Et je dis, s'il n'y a pas de main, il me dit, on peut sûrement retrouver tout ça. Alors, qu'est-ce que vous cherchiez avec cet échange ? La première chose que je cherchais, c'était de le déstabiliser, voir quelle serait sa réaction. En fait, il n'a pas été déstabilisé du tout. Mais il a montré deux choses. Un, qui savait très bien comment on pouvait rendre difficile ou impossible l'identification du cadavre. Et le deuxième élément qui est apparu à l'audience, c'était que, il avait répondu à mes questions. Et s'il était étranger à la disparition de Michel Moriamé, comme il le disait, il aurait dit, mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'en sais rien. On a découvert un cadavre, je ne sais pas. Je n'y suis pour rien. Il avait l'air de savoir pertinemment que ça ne pouvait pas être le cadavre de Michel Moriamé. Voilà. Dans ces conditions, avec un cadavre retrouvé, est-ce que le procès peut continuer ? Je savais, en posant ces questions, que de toute façon, puisqu'on n'avait pas identifié le cadavre, qu'on n'avait même pas pu déterminer si c'était un homme ou une femme, que le procès serait ajourné, forcément, pour permettre une identification précise et scientifique. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe avec ce cadavre retrouvé? Est-ce qu'on va finir par l'identifier? Et en réalité, on va établir que c'est un homme qui était un gérant de boîte de nuit, qui a été vraisemblablement victime de guerre de gang. En tout cas, c'est dans ces milieux de la nuit où les choses se règlent à coups de pistolet. En attendant la reprise de son procès, Henri Pacchioni poursuit ses soins au centre héliomarin de Hyères. Sa tentative de suicide l'a grièvement blessé. La rééducation est longue. Toujours déprimé, mais plutôt du genre sociable, il se fait des amis dans les chambres voisines. À côté de lui, il y a un détenu qui sent cette souffrance, qui sent ce mal-être de cet homme, qui a survécu à la mort, qui a survécu à la douleur, mais qui est là, mais qui ne pense que par Émilie, et qui va lui dire « Pourquoi tu partirais pas ?» Et Henri, ni une ni deux, se fait la belle. Le 13 octobre 91, une voiture l'attend. Des relations de son nouvel ami le conduisent dans une planque à Marseille. Il y passe 2 mois à jouer aux échecs, jusqu'à ce que son ami lui fournisse des faux papiers. Pour lui et pour Émilie, sa nouvelle identité, Henri Pérez. Le 16 décembre, Pia se présente au commissariat du 16e arrondissement de Marseille. Elle vient signaler qu'Émilie, dont elle a la garde, a été récupérée par son papa. Quand? Comment? Et pour aller où? Ça, évidemment, elle jure ses grands dieux qu'elle n'en sait rien. Ce que les policiers ignorent, c'est qu'Émilie est déjà loin quand sa grand-mère vient les trouver. Elle et son père ont embarqué au port de Marseille, direction la Corse. On a coupé les cheveux d'Émilie pour qu'elle ressemble à un petit garçon. Henri et sa fille sont enfin réunis. Ils partent s'installer en Sardaigne. Henri Pérez va rester 6 mois à travailler dans une usine. Et il va en même temps pêcher pour ramasser des coquillages. Il fera un peu les deux. Et ils vont vivre là-bas à peu près 6 mois, jusqu'à ce que les carabiniers commencent à s'intéresser à Henri Pérez. Ce Henri Pérez, au papier pas tout à fait en règle, attendrit un carabinier. Et ce policier est ému lui aussi, comme beaucoup dans ce dossier, magistrat, policier, témoin, avocat, etc. Il est ému par cette relation absolument fusionnelle entre Henri et sa fille handicapée. Et il lui dit, écoute, va-t'en, pars, je veux pas t'arrêter, mais il faut que tu t'en ailles. Partir, mais pour aller où? L'homme qui a aidé Henri dans sa fuite a une nouvelle idée. Une idée qui pourrait rapporter gros. Et qui emmène Henri et Émilie très loin, à Rio de Janeiro. Henri Pacchioni, pourquoi avoir fui à Rio avec Émilie? Je connaissais au Brésil. Je savais que je pourrais gagner ma vie. Et qu'est-ce que vous avez fait au Brésil alors? Travailler dans les pierres précieuses. Les émeraudes principalement. Faire un négoce d'émeraudes. C'est ce que j'ai fait. Et Émilie, cette vie là-bas? Ben, elle était là-bas. Après, j'avais une belle maison avec beaucoup de terrain. Elle était là-bas. Elle avait une nounou, une baba. Il y avait ce qu'il fallait, quoi. Elle était heureuse? Je crois, oui. Toutes les photos, ils le prouvent. Je crois, oui, qu'elle était heureuse. Elle manquait de rien. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez quitté le Brésil? Je quittais au Brésil parce que j'ai fait venir quelqu'un qui, ni plus ni moins, était volé mes amis brésiliens. Ça fallait le faire. Il y avait 2 solutions. Ou je récupérais l'argent et je payais les dettes qu'il avait fait, ou alors j'employais une autre manière. Mais pour moi, je ne veux pas dire que ça me gênait. Mais enfin, quand même, c'est pour une question, on s'amuse à tuer tous les gens, on ne s'en sort plus. Vous êtes d'accord? Et donc? Je suis parti au Zaïre en novembre 1995.
Pour négocier, il y avait la guerre. Hein. Des mecs vendaient des diamants pour 3 fois rien, brut. Je suis parti là-bas pour des sociétés. J'ai fait un négoce. Ça a permis de payer mes amis brésiliens. Vous êtes allé au Rwanda aussi, je crois, non? Et oui, je me suis fait dépouiller, mais enfin, c'est autre chose. Ben, c'était ça où je me faisais descendre. Comme on fait dans ces cas-là. Et alors? Et ben donc, je suis rentré en France. Et puis là, quelqu'un a dit gentiment où j'étais. Et les gendarmes sont venus m'arrêter. Le 31 décembre 1995, 4 ans après sa fuite, la cavale de Pacchioni prend fin. Les gendarmes de Septène-les-Vallons, près de Marseille, procèdent à des contrôles sur un parking d'hôtel quand ils tombent sur une voiture volée. Son propriétaire est à l'hôtel, il est descendu sous un faux nom. En fait, il s'agit d'Henri Pacchioni. Dans le bureau des gendarmes, Pacchioni évoque spontanément la mort de Michel, comme s'il avait oublié où il en était dans ses différentes versions. Il me raconte qu'un soir, lors d'une dispute, il l'a étranglé. Il joint le geste à la parole, faisant un signe d'étrangler quelqu'un entre ses doigts. C'est lui qui le déclare spontanément. Ne connaissant pas les détails du dossier, on ne pouvait pas l'influencer en quelque manière que ce soit. Michel étranglé. Avant son évasion, Pacchioni en était resté à une dispute, une gifle, un choc de la tête sur le montant du lit. Avec la strangulation, on est très loin du tragique accident. Le 2 octobre 1996, le procès d'Henri Pacchioni peut enfin reprendre. La famille de Michel attend des réponses, elle qui n'a toujours pas de dépouille à enterrer. Mais l'accusé change une nouvelle fois son fusil d'épaule. Quand il est arrêté, qu'il comparaît, patatras, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui ai tué Michel Moriamé. Je me suis accusé, faites de moi ce que vous voulez, mais je vous dis que ce n'est pas moi. S'il a avoué, c'était parce qu'il n'avait pas le choix d'avouer, c'était parce que c'était la seule condition pour qu'il puisse voir Émilie au parloir, et il est innocent, et il veut absolument qu'on entende son innocence. Et si au moment de son arrestation, il a dit aux gendarmes qu'il avait étranglé Michel, c'est une ânerie. Il a inventé ça exactement comme il a inventé le reste. Ses avocats le suivent dans son revirement et il s'appuie sur le témoignage de cette voisine qui avait entendu Michel crier dans la nuit. Elle s'était précipitée sur son Judas. La lumière s'était éteinte. Il y avait eu un bruit de pas dans le noir. Ce témoignage émane d'une voisine qui ne porte pas Henri Pacchioni dans son cœur, qui a des propos à son encontre qui ne sont pas toujours agréables, mais qui pourtant est formelle pour expliquer que cette nuit-là, elle est persuadée qu'il ne s'agit pas d'Henri Pacchioni parce qu'elle ne reconnaît pas le pas de celui-ci, qui avait un pas particulier depuis son accident, puisqu'il boitait et qu'il ne pouvait pas du tout marcher normalement. Donc, si la personne qui est morte et qui a été tuée cette nuit-là est Michel Moriamé, celui qui a transporté le corps n'est certainement pas Henri Pacchioni. Henri Pacchioni est maintenant calé sur les déclarations de Pia. Après avoir dîné chez des amis avec Émilie, il est allé boire un café chez sa mère et il y est resté dormir comme tous les week-ends. Les voisins confirment avoir entendu, en pleine nuit, vers minuit et demi à peu près, la voiture d'Henri Pacchioni arriver et qui affirme que cette voiture n'est jamais repartie. Cette voiture est tellement bruyante qu'elle réveille tout le quartier à chaque fois et les voisins de la mère sont formels. Mais alors, si ce n'est pas Henri, qui a tué Michel Moriamé? Qui? À cette question, l'accusé répond qu'il a peur, qu'il ne peut rien dire, ouvrant la voie à toutes les hypothèses. En espérant qu'on le croie,
quand elle a voulu partir avec Paul, il y a eu beaucoup d'hommes en colère. Et lui, il doit savoir des choses d'hommes plus violents, d'hommes plus méchants, d'hommes plus fâchés, ou d'une coalition, ou de quelqu'un qui a dit je vais lui mettre une bonne rouste, je vais l'empêcher de se marier, et que ça s'est mal terminé, mais il ne peut pas le dire. Aucune de ces pistes n'a jamais été explorée. Mais de toute façon, Henri Pacchioni ne convainc pas. Il s'enferme peu à peu dans son silence, jusqu'à ce que Émilie fasse une apparition. Il y avait Pacchioni qui était derrière, qui regardait sa fille. Il l'appelait Mie. Et là, le sourire de cet enfant s'est illuminé. Et puis, en prison, on a très peu de choses. Il avait une tablette de chocolat dans les mains, qu'il gardait précieusement. Il me dit, vous pouvez demander au président la permission que je donne cette tablette de chocolat à Émilie. Le président dit non, il n'est pas question. Et je me lève à ce moment-là, je lui prends la tablette et je crois que rien n'aurait pu m'arrêter. Surtout pas un président. Et puis Émilie m'a vu. J'ai dû certainement lui rappeler le Brésil. Son visage s'est illuminé, elle est tombée dans mes bras, je l'ai embrassée, je lui ai donné cette tablette de chocolat et je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais fait à un enfant. Et puis Émilie est repartie sous les yeux des parents de Michel Moriamé. Et inutile de vous dire que la grand-mère maternelle, qui était évidemment là, était bouleversée, ce d'autant plus que l'enfant est passé devant elle sans même la regarder. Elle n'existe pas, sa mère n'existe pas, sa grand-mère n'existe pas. Côté maternel, les Pacchioni se sont emparés de cet enfant. Et je me souviens l'effondrement de la grand-mère Moriamé, dans mes bras, à la sortie de l'audience, en me disant « Vous avez vu ce qu'ils ont fait d'Émilie ?» L'effondrement est d'autant plus grand que la famille de Michel ne sait toujours pas où se trouve sa dépouille. Plus grand monde ne croit encore à la thèse du canal. Disons que, sans vouloir l'accabler, que c'était pas difficile pour lui en tant que plongeur de sous-marin, qui continue de la pratiquer à titre personnel, de faire disparaître un cadavre en mer, quoi, ça c'est évident. Mais en tout cas, on n'en a pas la preuve. Monsieur Secaldi, pensez-vous avoir trouvé les clés de l'énigme Pacchioni? Mais pour moi, il n'y a pas d'énigme Pacchioni. Ce qui est certain, c'est que Michel Moriamé est morte. Donc l'énigme ne réside en réalité que dans le fait de l'absence de cadavre. Voilà. Il avait des circonstances atténuantes, Pacchioni? J'ai considéré qu'il avait peu de circonstances atténuantes, mais je voulais démontrer que je n'avais aucun doute, qu'il n'était aucun doute possible qu'il ait été impliqué directement dans le meurtre de Michel Moriamé. Est-ce que c'est un homme désespéré? Non, je rappelle que Pacchioni avait été marié, avait eu 3 enfants d'un premier mariage, et dans une lettre qui a été saisie au domicile de la grand-mère, Pacchioni demandait à son propre fils de dire 2 choses, de dire qu'il couchait avec Michel Moriamé et que c'est lui qui avait commis ce meurtre. Et donc, c'était en plus assorti de la promesse d'une remise de sommes d'argent importante. Bon, c'est moche, c'est très moche, et donc c'est encore un élément à charge parmi tous ceux qui viennent l'accabler. Sur quel axe bâtissez-vous votre réquisitoire? Je réhabilite en quelque sorte la mémoire de Michel Moriamé. C'est une femme qui a pris son destin en main, qui avait un projet de vie extrêmement précis, concret, avec l'achat d'un fonds de commerce, des stages de formation préalable, un mariage en vue avec quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et donc Michel Moriamé n'était pas la garce que la tribu Pacchioni était venue accuser post-mortem de tous les travers. Le deuxième élément de mon réquisitoire, c'était de démontrer que, contrairement à ce que pensent beaucoup, l'absence de cadavre n'est pas un obstacle à la condamnation de quelqu'un pour meurtre. Et vous requérez? J'ai requis 20 ans. Et le verdict? Et le verdict a été de 12 ans. Et les jurés se sont sans doute dit que cet homme était celui qui était le plus à même d'assurer la continuité de la garde de cet enfant qui était très très gravement handicapé.
Vous prenez donc 12 ans de réclusion criminelle et comment vous avez réagi? Je ne m'attendais pas à quelque chose de bon. Hein. Comment je réagisse que je pleure? S'il peut m'arriver de pleurer, oui. Pour ma fille, hein. Pas pour moi. Et pour Émilie, vous étiez prêt à tout? Tout à fait. Mais si c'est moi qui avais tué, je craignais rien, j'appelais qui il fallait, je disais, ben voilà. On s'est battu, je l'ai tuée, ben, elle est là. J'aurais pris comme bien. C'est peut-être ça qui s'est passé? Non, pas du tout, madame. Pas du tout. Parce que si j'avais tué qu'elle était là, j'aurais pris quoi? 5 ans, 4 ans. C'est tout. Mais vous avez bien conscience qu'aujourd'hui, c'est difficile de vous croire, quand même. Je suis immolé par le feu, parce que j'ai rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes libre depuis 2001, et aujourd'hui, vous vivez comment? Mais j'ai un appartement, on va dire plutôt une cage à lapin, mais il y a 2 chambres. Une pour Émilie, que j'ai fait, je crois, jolie, une pour moi aussi. Et je vis avec ce que j'ai. Et Émilie? J'essaie qu'elle ait le maximum de ce qu'il faut pour elle, c'est tout. J'essaie au maximum. Vous espérez quoi pour elle? D'abord, j'espérais en France un bon placement. C'est pas possible, hein, dans ce pays. Et maintenant, j'espère partir au Brésil, où là-bas, elle peut avoir une vie. Pas ici. Ici, on ne fait rien. Rien. Henri Pacchioni a fait 7 ans de prison. Mais comment est morte Michèle Moriamé? Où son corps a-t-il été jeté? Le père d'Émilie garde toujours le secret.